Rachida El Azzouzi, journaliste sociale à Mediapart, nous a rejoint et elle a très envie de savoir, Rachida, quelle est votre doctrine sociale, voire même si vous êtes un antisocial. Ouais, et l'heure est venue de commencer par la loi sur le travail, dont je sens depuis tout à l'heure que vous avez envie de parler parce que vous estimez que nous n'avons pas été suffisamment loin. Alors, adoptée au forceps et au 49.3 cet été, elle constituera et restera dans les annales comme le conflit le plus long et le plus violent de ces dernières années. Alors, vous comprendrez que nous, ici à Mediapart, ça puisse nous heurter que vous dites qu'elle n'a pas été suffisamment loin dans cette loi, la ministre du Travail. Jusqu'où fallait-il aller, selon vous? Non, je pense qu'il ne fallait pas prendre le problème de cette façon. C'est-à-dire la ministre, moi j'ai toujours défendu, parce qu'objectivement, elle a défendu ce texte avec beaucoup de courage, de ténacité, Myriam El Khomri, d'énergie et de sincérité. Mais pourquoi il y a eu cette réaction? D'abord, il y a eu un contexte. Et ça, je pense que c'est très important. Cette loi, dite loi travail, elle est arrivée tardivement dans ce quinquennat, ce qui, je pense, est un problème. Après plusieurs modifications de... Non, mais c'est vrai, c'est un problème. Oui, mais c'est aussi un démantèlement du Code du travail avant tout. Non, je ne partage pas cette contexte... idée. Alors, je vais vous dire ce que je pense très profondément. Jusqu'où fallait-il aller dans le démantèlement du Code du travail? Parce que s'il y a eu autant de personnes, des centaines de milliers de manifestants dans les rues, c'est avant tout parce que c'était cette remise en cause du droit du travail qui était en vigueur. C'était pas uniquement parce que c'est une question d'agenda, on est à quelques mois de la présidentielle, c'est un contexte politicien ou politique. Je ne crois pas que le terme de démantèlement soit justifié. Moi, je vais vous dire ce que je pense et ce qu'il y a. Mais pourquoi il y a eu ces manifestations? Parce que la manifestation, elle ne veut pas forcément dire qu'elle ne se renvoie pas forcément au texte objectif. Je vais vous donner un exemple clair. Moi, dans le texte que j'ai porté, la loi croissance-activité, on a fait une réforme qui n'avait jamais été faite de la procédure prud'homale. On pourrait en parler. Non, mais qui est une réforme à laquelle moi je crois beaucoup, parce que la procédure prud'homale était jusque-là extrêmement injuste et dysfonctionnelle. Ça durait en moyenne 27 mois, c'était 4 ans à Paris, avec des grandes volatilités dans les dommages et intérêts qu'on pouvait toucher. Et donc, il y avait un dysfonctionnement qui n'était pas lié aux juges prud'homaux, qui sont souvent d'ailleurs des gens investis et qui passent du temps, mais aux règles, au fonctionnement même de notre système. Et donc, on a réformé la procédure, on l'a raccourci. Et dans ce texte, on avait passé une disposition législative qui avait plafonné les dommages et intérêts dans les prud'hommes. Il n'y a pas eu un jour de manifestation en juillet 2015. Vous n'en avez pas vu? Non, mais il y en a. 2015. Non, mais il y en a. De l'été. Enfin, pardon de vous le dire que l'été n'empêche pas de manifester. Vous l'avez déjà vu lors des derniers textes. Il y a eu des manifestations en juillet 2016. Ça ne vous a pas échappé. Mais mais c'est très important parce que là-dessus, je vais vous le dire, je crois que votre analyse est fausse, qui consiste à dire c'est parce que c'est un démantèlement qu'il y a eu ces manifestations. Vous voulez dire qu'ils manifestaient parce qu'il y avait la déchéance, mais parce qu'il y avait tout ce contexte, je pense que le contexte dans lequel la loi travail est arrivée, et le contexte est fondamental. Il n'y a jamais eu de discussion au plus haut niveau politiquement sur ce sujet. Il n'y en a pas eu dans la campagne de 2012. Or, la chose est connue. Et donc, ce sujet n'est pas préparé dans l'opinion. Et les rapports administratifs, ça n'est pas suffisant. Il faut en débattre, comme on le fait ce soir. 2, il y a une fracture dans la société qui s'est alors faite, et en particulier chez les réformateurs, qui se joue sur la déchéance, qui est une fracture sur les valeurs. Et ça n'est pas un hasard si la première manifestation contre la loi travail, c'est une manifestation de l'intersyndicale avec la CFDT, contre le plafond des prud'hommes. Le premier élément qui est demandé, c'est le plafond des prud'hommes. Il n'y a pas un jour de manifestation et un texte intersyndical en juillet 2015 sur le même sujet. Et donc, oui, les choses ont changé, le contexte n'est plus le même. Et 3, le va-t-en-guérisme avec lequel ce texte arrive, qui consiste à dire, quoi qu'il arrive, on ira par le 49.3, en quelque sorte, il n'y aura pas de débat parlementaire, citoyen et autres. La messe est dite. Tout ça tend les choses extraordinairement. C'est ça. Donc ça, alors, je veux remettre dans son contexte. Pour moi, je ne crois pas qu'il y ait de fatalité, ni que ce soit complètement lié au texte objectivement. Maintenant, si on en vient au fond lui-même. Voilà, enlevons la méthode, etc. Bon, que fallait-il dans cette loi pour qu'elle... Non, mais je pense que la philosophie qu'entame cette loi, et qui va dans la poursuite des discussions que nous avions tout à l'heure avec Laurent Mauduit, et je me suis déjà exprimé, elle va dans le droit fil de ce que M. Badinter et M. Combrexel et messieurs Seth et Barthélémy ont pu écrire. Oui, enfin, dans le rapport Combrexel dont vous vous réclamez, je ne crois pas qu'il ait dit qu'il faille recourir à l'accord d'entreprise plutôt qu'aux accords de branche. On pourrait en parler, ça. Et d'ailleurs, là-dessus, vous m'avez entendu. Ça, c'est la fameuse inversion de la hiérarchie des normes pour les auditeurs.
Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit de favoriser les accords en entreprise plutôt que les accords de branche ou le code du travail, qui sont donc plutôt bénéfiques aux patrons. Et on sait très bien comment ça se joue dans les entreprises. Enfin, ça dépend desquelles. Moi, j'ai connu des entreprises où les accords d'entreprise... Citez-moi une petite entreprise non, mais où le patron, mais c'est pour ça que... ou 10 employés face à leur patron qui décrète du jour au lendemain qu'il faut passer aux 39 heures payées 35, qu'ils n'ont pas le choix, sinon c'est la clé sous la porte et le plan de licenciement. C'est pour ça que vous ne m'avez jamais entendu dire cela. Non, je dis, les accords d'entreprise peuvent avoir leur sens et parfois certains réussissent à trouver des voies de sortie. On les a vus dans l'automobile, pardon de vous le dire, à Saint-Nazaire, STX, c'est par un accord d'entreprise qu'ils s'en sortent. Et qu'aujourd'hui, ils ont un carnet de commandes à 15 ans. S'ils n'avaient pas su faire un accord d'entreprise qui était difficile à signer pour les syndicats et que les syndicats ont courageusement signé avec du chômage partiel, on n'en serait pas là. Oui, donc, mais regardez dans une autre entreprise automobile ce que ça a donné chez Smart, où on a devancé... Mais pardon, mais chez Renault non, mais laissez-moi terminer. Où on a devancé la loi sur le travail et mis en place le référendum. Qu'est-ce qui s'est passé à part avoir fracturé l'entreprise? Les syndicats d'un côté, les salariés de l'autre, et les salariés entre eux-mêmes, puisque les cadres étaient OK pour qu'on revoie leurs horaires de travail, ceux-ci sont contrepartie. Quant aux ouvriers qui étaient de toute façon ceux qui allaient trimer le plus, eux, ils étaient contre. Donc ça a totalement fracturé l'entreprise. C'est ça que vous voulez? Non, mais pas du tout. Mais si ce que je veux et ce que je propose vous intéresse, je peux vous l'expliquer. Bah, allez-y. Alors, donc, je n'ai pas proposé de faire ça et de généraliser l'accord en entreprise. Aussi parce que, pour les raisons que vous évoquiez, à la fois parce que le contrat de travail, ce n'est pas un contrat comme un autre. Il est déséquilibré. Et ça, on le sait, c'est l'existence même du Code du travail. Et dans les petites entreprises, demander de faire des accords partout pour pouvoir avancer, c'est objectivement extrêmement lourd. Non seulement ça peut donner des situations injustes, vous avez raison de les citer, mais en plus ça peut être très lourd pour les patrons eux-mêmes et pour les salariés, parce qu'ils n'ont pas forcément cette habitude. Donc l'accord de branche pour les TPE, les PME, il est parfois beaucoup plus intelligent. Il se met beaucoup plus à distance du conflit qu'il peut y avoir dans telle ou telle situation, et il est beaucoup plus pratique. Donc moi, je n'ai pas le dogme de l'accord d'entreprise. Ce que je dis, c'est que si on regarde aujourd'hui notre droit du travail, c'est un droit, et au fond, c'est là où je dis qu'il y a un conservatisme de gauche et de droite, qui veut tout régenter de manière absolue. Par exemple, la durée légale du droit du travail. Je pense qu'il faut un minimum, le déclenchement des heures supplémentaires, ce qui a été fait et c'est préservé par cette loi qui ne démantèle pas le Code du travail, l'organisation du travail, les différentes choses que ce texte, que le Code du travail prévoit, mais cela souffre des différences très profondes selon les secteurs d'activité. Toute la difficulté qu'on a eue quand on a, par exemple, fait passer les 35 heures, c'est d'avoir voulu le faire passer de manière unilatérale dans tous les secteurs. Vous ne le faites pas passer de la même façon dans une entreprise où on travaille posté, dans une entreprise de service, dans une PME du secteur artisanal ou à l'hôpital. Et ça a été une erreur. C'est pour ça que c'est la même erreur que fait aujourd'hui Alain Juppé quand il promet de le détricoter et de ramener tout le monde à 39 heures. Bon courage pour expliquer aux gens qui vont travailler 14 heures. Parlons des 35 heures, pour les 35 heures, à l'heure où tout le monde veut en finir, y compris à gauche, avec ce régime, grande mesure de gauche de Lionel Jospin et Martine Aubry à l'aube des années 2000, vous êtes pour, contre? Enfin, on a compris que vous étiez plutôt contre, non, mais en même temps, qu'est-ce que vous proposez? Mais moi, je pense que la vie, c'est plus fondamental que ça. Je pense que sur ces sujets, on a besoin de définir dans la loi ce qui est notre ordre public, ce sur quoi on ne veut pas transiger, et ensuite de renvoyer aux accords de branche les éléments qui dépendent beaucoup plus du secteur. Par exemple, je vais prendre un autre exemple qui est encore vivant, le compte de pénibilité. Compte de pénibilité. Vaste usine à gaz. Pardon? Vaste usine à gaz. Si vous-même vous le dites. Regardez aujourd'hui ce qui se passe avec le patronat, si vous avez suivi un petit peu le patronat, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tout dans notre système est fait pour que on négocie, y compris d'ailleurs les syndicats, au niveau de la norme nationale. Le patronat, il a signé le compte de pénibilité, comme vous le savez. Après la dernière réforme des retraites. Non, mais voilà, il l'a signé. Donc au niveau confédéral, tout le monde fait des grosses usines à gaz. Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus, au fond, du syndicalisme, on fait de la politique. Et est-ce que le compte pénibilité, vous pouvez l'appliquer de la même façon partout? Ça n'a évidemment aucun sens. Vous dites vous-même grosse usine à gaz. La vérité, c'est d'ailleurs pour ça que M. de Virville, qui était DRH dans l'automobile, a fait des rapports pour dire on peut le faire, c'est que dans les entreprises industrielles de travail posté, le compte pénibilité, vous pouvez sans doute le gérer. Parce qu'elles peuvent se payer, les DRH, la structure, parce que la standardisation des tâches fait que vous pouvez gérer le compte pénibilité. Dans une PME, en boulangerie, etc., allez gérer le compte pénibilité. Bon courage. Là, si vous le faites de par la loi pour tout le monde à la même heure, de la même façon avec tous les critères, vous allez en tuer. Vous allez enfermer. Donc on voit bien qu'en fonction de la taille, du secteur, de la nature des tâches, ça n'a pas de sens. Et donc, moi, ce à quoi je crois, c'est d'avoir une adaptabilité au contact du réel de ce droit du travail. Non pas pour le renvoyer à la brutalité du rapport individuel, parce que vous avez raison. Et vous avez profondément raison sur ce point. On ne peut pas renvoyer, en quelque sorte, dire c'est la loi qui prévoit tout,
et puis le jour d'après dire au fond, le droit du travail, ça devient un truc qui se négocie au niveau du contrat de travail. Non, ça je suis contre, ni même au niveau de la petite entreprise. Par contre, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, vouloir tout prévoir par la loi, cela ne marche plus. Mais comment on C'est protège trop rigide et Comment homogène. on protège Et par donc, ailleurs si on non, eh bien, on protège. change les règles. Dans la loi, on fixe justement le minimum de protection qu'on veut, qui est intangible, qui est non négociable. Les modalités d'application, typiquement pour le compte de pénibilité. Ensuite, les éléments qui sont au-delà, qu'on veut pouvoir mettre, on les renvoie aux accords de branche. Parce que la réalité, c'est que même l'organisation du temps de travail, la réalité de votre organisation n'est pas la même selon les secteurs. Et donc, on laisse non pas les individus, non pas la sauvagerie du marché faire, mais le dialogue social. Tout le monde a ce mot plein la bouche, personne ne le fait. Le dialogue social, ça n'est pas des grandes conférences au niveau national où, en quelque sorte, on demande aux syndicats de faire le travail du politique. Moi, je considère que l'intérêt... Ça, c'est pour les Grenelles qu'on a fait ces dernières années. Mais oui, parce qu'on s'est mis depuis 10 ans, gauche et droite, dans cette impasse, depuis ce qu'on appelle la loi Larcher. Elle produit quelque chose qui est un monstre, qui ne nous permet plus d'avancer. Et donc, moi, je crois à des éléments où la loi, le législateur définit. Et donc, si le législateur veut aller à un certain niveau, il le fait. Donc je ne suis pas pour le moins-disant, je suis pour une clarification des rôles. Et dans le même temps, il renvoie aux partenaires sociaux, en responsabilité, au niveau des branches et de l'entreprise, la responsabilité de négocier la mise en œuvre, l'adaptation de tel ou tel point qui ne relève pas de l'ordre public social. Ça, je crois que c'est profondément pragmatique et que c'est quelque chose qui permet aussi de clarifier des situations et de traiter des profondes injustices. Parce qu'aujourd'hui, sous prétexte que c'est au fond la loi qui prévoit tout et qu'on n'a plus renvoyé aux accords de branche et à cela, on a des situations, et vous le savez bien, où dans une même entreprise, sur un même sujet, face au même risque, vous allez avoir des gens qui travaillent et qui relèvent au fond de dispositions législatives qui sont fonction de la nature de leur contrat, de leur statut et autres, et d'autres qui sont à côté, qui n'ont quasiment aucun droit sous prétexte qu'ils sont intérimaires et qui travaillent dans une autre entreprise. Alors justement, on va, une question. on va parler quand même de l'ubérisation, justement, Oui, bien parce sûr. que c'est la précarisation... Vaste sujet, mais petite réponse quand même. La précarisation, alors donc ubérisation, c'est un néologisme qui s'impose un petit peu partout depuis un peu plus d'un an et qui désigne ce nouveau modèle qui, sous l'effet du numérique, explose les codes sociaux, les principes du salariat traditionnel et donc la définition qu'on accepte habituellement du travail. Donc c'est un petit peu un retour à la tâche où toutes les charges sont supportées par le salarié et non plus par l'employeur, si on pourrait synthétiser comme cela. J'ai compris que vous préfériez un auto-entrepreneur qui trime 60 heures par semaine pour gagner à peine un SMIC au volant de son véhicule particulier plutôt qu'un chômeur au RSA. Donc c'est ça votre modèle social? Non, c'est ça pas... votre solution contre le chômage de masse? Ce retour au 19e siècle sous prétexte que ce serait la marche du 21e siècle? Alors, je vais vous répondre très précisément. Question cash, réponse cash. Réponse très cash. Allez, à Stein, expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber de manière volontaire qu'il faut mieux aller tenir les murs ou dealer. Allez leur expliquer. Allez, là, nous, on est bien, on est dans le 12e arrondissement, il n'y a personne qui est au RSA, moi je ne suis pas, vous n'y êtes pas. Allez leur expliquer que c'est mieux pour eux, parce que nous, on a pensé que c'était mieux pour eux. Aujourd'hui, dans notre société, vous avez 90% des gens qui sont en situation de salariat. Donc c'est pas vrai que c'est la fin du salariat et autres. C'est pas vrai. Bon. Donc on ne parle pas de la grande majorité. Ce que je sais, notre défaite collective, c'est que les quartiers aujourd'hui où Uber embauche, mais Uber comme d'autres qui sont français, embauchent ces jeunes, ce sont des quartiers où nous, on ne sait rien leur offrir. Ni vous ni moi. Rien. Et la réalité, c'est qu'en effet, ils travaillent parfois 60-70 heures pour toucher le SMIC. Mais ils rentrent dans la dignité. Ils trouvent un travail. Ils mettent un costume, une cravate. Ils montent dans une voiture. Ne peut-on pas leur offrir mieux? Mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on leur offre de mieux depuis 30 ans? Moi, je veux bien. Qu'est-ce qu'on leur a offert de mieux? Qui a proposé quelque chose de mieux? Vous? Moi? C'est le chemin non. des anglo-saxons, c'est le travail. Mais pardon, mais moi j'assume totalement de dire... Mais non, mais réduisons le temps de travail. Mais pardon de vous le dire, mais réduire le temps de travail, on l'a fait. On ça l'a a fait. créé des Le emplois. réduire unilatéralement, mais dans ces cas-là, collectiviser la totalité de nos structures de production, ça ne marchera pas. Donc, ce qu'il faut faire derrière, c'est leur apporter les protections, premier point, pour répondre à votre question, et deux, c'est qu'il y ait une trajectoire de progrès. C'est ça qui est fondamental. Donc, apporter les protections. Je ne suis pas pour l'ubérisation de la vie économique, parce que je n'aime pas ce terme. D'abord parce que ce qui me choque, ce n'est pas la situation que je décris, qui aujourd'hui est un état de fait et permet à certains d'avoir un quotidien meilleur qu'hier. C'est le fait, par exemple, que leur employeur ne paye pas d'impôts en France. Ça, c'est un problème. Non, mais ça, c'est un vrai problème contre lequel on doit se battre, celui du beurre, et contre lequel des mesures d'ailleurs concrètes ont été prises par l'Europe et par la France pour les endiguer. Donc je ne suis pas un ubérolâtre, si vous voulez. Au contraire, parce que je pense que leur vocation finale, c'est de ne pas payer d'impôts et c'est plutôt d'avoir des véhicules autonomes. C'est même pas d'avoir des chauffeurs mal payés. Bon.
Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de protéger ces jeunes ou moins jeunes qui rentrent dans la vie active par, en effet, ce statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise fiscale qui n'a pas attendu Uber pour exister. Il y en a des tas qui l'étaient en tant que taxi, qui sont dans d'autres professions. Bon. Et donc là, c'est tout à fait la discussion qu'on avait tout à l'heure avec Laurent Mauduit. Je suis pour une protection contre le risque chômage et une formation professionnelle qui soit déconnectée des cotisations qu'ils payent. Parce que, pourquoi c'est moins cher? Parce que vous ne payez pas de cotisations sur ces contrats. Et donc, je dis, ils doivent avoir les mêmes droits que les autres, parce qu'eux en ont justement plus besoin que les autres. Et ce qui ne marche pas, c'est aujourd'hui le système où, au fond, ces droits dépendent de la cotisation. Et donc, comment vous arrivez à lisser ces différences injustes? Eh bien, en finançant votre modèle différemment et en le faisant fonctionner différemment. Et 3, ces jeunes-là, ce qu'il faut faire pour les sortir, c'est pas leur dire on va réduire le temps de travail, tu vas avoir une super promesse. Ça n'a marché nulle part. Citez-moi le pays qui a fait ça où ça a marché. Il n'y en a pas. Je n'ai pas de comparable. Bon, je vais leur dire tu vas aller retenir le mur demain, ou tu vas continuer tes trafics, ou tu vas être RSA. C'est ça la promesse qu'on veut pour eux? Moi, non. Ouais. Donc, c'est simplement, je ne veux pas qu'il passe sa vie comme chauffeur Uber. Donc, je veux que derrière, parce qu'il est rentré justement dans le travail, qu'il n'avait pas de formation initiale, qu'il ne trouvait pas au SMIC horaire un job, eh bien qu'on puisse le former, qu'il ait un droit à la formation continue, qu'on l'aide ensuite à accéder à un métier qui est moins pénible, à accéder justement à d'autres fonctions. C'est ça ce que je veux. C'est donc une progression sociale, mais je n'en peux plus de l'assignation à résidence. Au fond, notre bien-pensance morale, elle a dit, nous, on a tout créé. Hein, chez nous, on ne meurt pas. Chez nous, on fait bien les choses, vous savez, socialement. Il y a des minima sociaux, les autres n'en ont pas. Nous, on est contre les petits jobs. Mais c'est quoi le résultat? On les a assignés à résidence. Il y a des millions de gens dans ce pays qu'on a assignés à résidence. On leur a dit, tout va bien. Restez dans vos quartiers et ne nous ennuyez pas. Ça, c'est insupportable. Rachida, merci. On va passer à la quatrième séquence. Attention. Le titre est plus aimable comme ça, c'est « Le progressiste » avec Karine Fouteau. Mais avant cela, on va introduire une petite question qui fâche. Une petite question qui fâche avec des choses qu'un ministre ne devrait peut-être pas dire. Ça, par exemple. Regardez la télévision, ça? Oui. Un ministre ne devrait pas dire, si la séquence veut bien arriver... Dans les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à GAD ou aux alentours. Quand on me dit, les pauvres voyageront en autocar, j'ai tendance à penser que c'est une caricature, mais les pauvres qui ne peuvent pas voyager, voyageront plus facilement. Attendez, moi je n'ai pas de leçon. Attendez, mais moi j'ai pas de leçon à recevoir. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Mais voilà. Mais parce que non, ce qui a bloqué la France, c'est le 49.3, monsieur Macron. Vous n'allez pas me faire peur à votre petit cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est de travailler. Mais monsieur, donnez du travail. Donnez du travail. Là, je viens de voir des jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie de réussir. Mais tous les chômeurs ont envie de travailler. Il a été élevé comme une tomate hydroponique, Macron. Je veux dire, il est totalement hors sol, il ne touche pas terre. Dès qu'il rencontre quelqu'un vraiment du peuple, ça se finit dans le drame. C'est une bouffonnerie sondageo-médiatique, Macron. C'était Frédéric Lordon, l'économiste. Mathieu, la question qui fâche. Oui, il vous qualifie le contact du peuple et de la réalité. Il vous qualifie de tomate hydroponique. Donc ça vient du grec, vous avez les humanités, ça vient du grec ponos, le travail, l'effort, et udor, l'eau. En gros, ça veut dire que vous êtes une tomate élevée hors sol. Et il dit donc, dès qu'il rencontre le peuple, ça se finit en drame. Pourquoi vous êtes obligé de sortir ce genre de phrases? D'abord, est-ce que vous les regrettez? Est-ce que vous les assumez? Et est-ce que c'est pas aussi des phrases qui, quelque part, comme ça, dans certains contacts humains ou quand on est un peu surpris, disent un peu de votre réalité sociale, de quelqu'un qui a réussi, de quelqu'un qui pourrait être un enfant gâté un petit peu du système. Vous avez quelques qualités certes, mais bon voilà, par rapport à plein de gens qui ressentent ça comme une violence. Alors, les trois situations sont très différentes, je vais revenir sur chacune d'entre elles. On peut me faire le procès de classe, en gros, c'est ce que vous faites, c'est ce qui me fait... C'est la question que je pose, c'est ce que disent certaines de ces personnes. Ça, je le refuse parce que je dis souvent, moi, je ne suis pas fils d'archevêque. Enfin, je veux dire, je ne suis pas né à l'endroit où je me situe aujourd'hui. Je ne suis pas né dans une famille de conditions modestes. Je suis né dans une famille, je dirais, nouvellement bourgeoise, devenant bourgeoise. Mes parents sont toujours médecins hospitaliers à Amiens.
j'ai été à l'école comme tout le monde. Il n'y avait personne qui était énarque dans ma famille. Venir à Paris, c'était une révolution. Donc voilà. Donc je viens d'une famille moyennement bourgeoise de province. Je n'estime pas être d'une classe sociale qui justifie qu'on me fasse ce type de procès. Et je pense que je ne serais pas passé par une banque d'affaires. La banque Rothschild, on ne me le ferait pas. Donc ça, c'est en quelque sorte maintenant le déterminisme social dans lequel on veut enfermer les gens. Mais ça, c'est toujours le même discours qu'il y a dans le monde politico-médiatique et à gauche comme à droite, qui est au fond un discours d'assignation à résidence. D'où qu'on vienne, quand on a réussi, on peut être... Et ça, non, mais ça, c'est un discours contre lequel je lutte. Donc ça, je continuerai à lutter contre. Je ne crois pas à la... Je pense qu'on peut dire, penser au-delà de l'endroit où on est dans la société. Oui, mais là, c'est parce que vous dites ça de là où vous parlez qu'il ressent une violence. Non, mais alors ensuite, il y a les trois circonstances sont différentes. La première, donc le sujet de Gad et des illettrés. Le fait d'avoir parlé d'illettrisme, d'avoir employé le mot illettré, je le revendique. Et ça, tous ceux qui m'ont fait le procès de la bonne conscience, là aussi moralisatrice, qui consiste au fond à ne pas mettre les mots sur les réalités, ce sont les belles âmes hegeliennes, ne m'intéressent pas. J'ai eu de longues discussions avec celles et ceux qui ont travaillé sur ce sujet, qui s'y engagent. Je pense qu'il faut nommer les choses et les nommer dans leurs difficultés. Je regrette une chose, je l'ai dit ensuite à l'Assemblée, je me suis rendu sur place, j'ai eu des discussions qui ont été dures, intenses, fortes. La faute, parce que ce n'est pas une erreur, la faute que je commets quand je suis sur Europe 1 et que je dis cela, c'est que je renvoie à la violence de cette situation des gens qui n'ont rien demandé. Et donc, citer l'illettrisme, nommer l'illettrisme, je pense que ce n'est pas une faute ou une erreur, mais nommer l'entreprise et mettre ce stigmate, parce que je n'avais pas mesuré, à ce moment-là, au fond, la violence que c'est pour celles et ceux qui le vivent. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, l'illettrisme. C'est quelque chose, quand on vit, et ça, on ne se rend pas compte de l'épaisseur de la vie dans tout. C'est le problème, d'ailleurs, de la vie médiatique dans laquelle on est plongé. Et la faute que j'ai faite à ce moment-là, c'est de renvoyer ces femmes et ces hommes, pour celles et ceux qui vivaient cela, au fond, dans la violence de leur situation. Et c'est ça que j'ai vu en y allant. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. D'abord, les uns parce qu'ils ne l'avaient jamais dit, et les autres parce que, quand ils vous racontent ce que c'est au quotidien, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas passer le permis de conduire, en effet, on ne peut pas retrouver une vie normale, et vous avez un système qui dit, vous vous êtes inscrit, vous avez demandé telle offre de job, et quand vous avez 45-50 ans, c'est terrible de le dire. Donc là, j'ai fait une faute, et je suis allé m'en excuser, et ça, je le regrette profondément. Mais ça, c'est une faute. Mais c'est pas lié à la classe. Achète-toi un costard. La deuxième. Alors non, mais je vais revenir sur chacun des cas très précis, parce que celui-là, c'est vraiment celui que je regrette. Le deuxième cas, je vais vous dire très précisément, parce que les deux autres cas, c'est des sorties de contexte totales. Deuxième cas, le matin même où je sors la réforme des autocars, beaucoup se sont gossés de cette réforme. Je peux vous dire, je suis très fier, je la referai, parce qu'elle incarne même ce en quoi je crois, c'est-à-dire la mobilité. Et donc, le matin, Thierry Lepan, qui est quelqu'un avec qui j'ai d'ailleurs toujours très bonne relation, qui est quelqu'un qui s'est engagé contre l'illettrisme, qui a plusieurs années fait des rapports, et qui lui, secrétaire général de la CGT, qui était à ce moment-là secrétaire général de la CGT, et qui lui d'ailleurs dans l'affaire de Gad m'avait d'ailleurs courageusement défendu, au-delà de la faute personnelle que j'évoquais, dit le matin, c'est bien, Macron propose une super réforme, les gens qui peuvent prendront le train, les pauvres ils prendront le car. Et donc c'est reprenant cela que les gens avaient en tête dans l'auditoire que je dis, oui, j'entends certains, vous entendez, je n'ai pas l'habitude de dire les pauvres comme ça. Et donc je dis, j'entends certains qui me disent les pauvres prendront le car. Et je dis oui, c'est vrai. Parce que les pauvres aujourd'hui, comme ils disent ces gens, les pauvres ils ne se déplacent pas. C'est la réalité. La réalité, et on pourrait revenir parce qu'il y a eu des polémiques sur l'impact écologique de cette mesure, mais c'est qu'elle permet de la mobilité. C'est prévu. Bon, très bien. Mais elle permet des nouvelles mobilités. Et la réalité, c'est que à qui on a donné des solutions de mobilité? Aux gens qui n'ont pas de véhicule individuel, qui ne pouvaient pas se payer le train, pour les déplacements desquels il n'y avait pas le train. Et donc oui, on est passé, imaginez, de 100 000 Français qui se déplaçaient en autocar en 2015 à près de 4 millions aujourd'hui. Donc il y a des gens qui se redéplacent pour aller voir leur famille, pour pouvoir aller à un entretien d'embauche, pour aller parfois justement avoir accès à la culture, aller voir leurs petites copines, leurs petits copains, que sais-je, mais on se déplace. C'est essentiel dans une société. Et donc là-dessus, j'ai reprenais la formule de Thierry Lepan. Et le costard. Sur le costard, là-dessus, le procès qu'on m'a fait, c'est un procès de sortie de contexte complet. Et là-dessus, je vais vous dire, je ne la regrette pas, cette phrase. Je regrette le mot, parce que j'aime pas le terme, et je trouve que c'est pas bien. Pour le coup, quand on est ministre,
on ne doit pas dire costard, on doit dire costume. Non, mais pas seulement. Vous Voilà. dites à des gens qui, non, mais qui je vous le se dis, moi, mobilisent. je vous le dis en blaguant, évidemment. Non, mais pas seulement. Non, seulement. mais non, je vais parce que vous leur dites, mais parce vous que dites là où qu'il je faut dis, bosser, faut bosser. Mais là où je dis, il y a une sortie, je blague en disant ça, mais c'est vrai. Là où je dis il y a une sortie de contexte, c'est qu'est-ce qui se passe? Je suis à Lunel, ville en grande difficulté, près de Montpellier, il y a des jeunes où il y a des jeunes qui sont partis dans le en... djihadisme, etc., qui vivent une situation économique, sociale très dure. Je vais dans une école du numérique, école de la seconde chance, où des jeunes sont là, il y a un long entretien, etc., on passe 1 heure ensemble. Et comme à ce moment-là, ça se passait tout le temps pour tous les ministres, manifestation anti-loi travail. Moi, j'ai toujours refusé d'être mis à distance. Ça m'a parfois valu des œufs, des insultes, des coups, machin, mais parce que je trouve que j'aime ça. Et là, donc ils sont à l'IGFON, ils sont en fait 3. Donc c'est pas une grosse manifestation. Je dis, faites attendre, on finit parce que ça va s'arrêter. J'irai discuter. Je sors, et donc ce que vous voyez, c'est cette scène-là. Je suis à Lunel, je viens de passer 1 heure avec des jeunes de l'école numérique. Je sors, il y a 3 manifestants. Je passe 20 minutes avec eux. 20 minutes. 20 minutes. On retient 10 secondes. Pendant ces 20 minutes, je me fais agonir. On échange. C'est ce jeune homme dont certains de vos confrères ont fait un héros, qui est un militant actif. Il a le droit. Non, mais pas que sur ces sujets-là. Un citoyen passif. Sur d'autres sujets, mais tout à fait, non, mais y compris sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec la loi travail, qui lui avait pris le TER pour venir de Nîmes et faire ça. Mais c'est un citoyen, tout à fait. Mais c'est lui qui m'interpelle sur mon costume et qui est là avec et qui à un moment d'ailleurs me tutoie, ce qui fait que je le reprends parce que je pense que indépendamment de ma personne, le vouvoiement à quelqu'un qui a une fonction d'autorité, c'est pas quelque chose qu'on doit laisser passer. Donc je suis pas pour la connivence et donc ou le manque de respect. Et ça dépasse ma personne. Et donc je le reprends sur le tutoiement. Je ne le tutoie pas comme certains de vos collègues ont pu le dire, parce que j'ai entendu que c'était le casse-toi pauvre con de Sarkozy. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas face à quelqu'un qui m'agresse et que je tutoie, à qui je manque de respect. Je reprends sa formule et je lui dis, parce qu'il me dit, moi, regardez, regarde, moi je suis là avec mon t-shirt, tu viens avec ton costard donner des leçons, etc. Et je fais l'erreur de... Je reprends sur le tutoiement, j'aurais dû dire costume et pas costard, et je dis à ce moment-là, je ne vais pas pleurer sur votre t-shirt pour avoir un costard. Il faut bosser, c'est le seul moyen. Et les jeunes d'ailleurs derrière, la moitié avaient mis des costumes parce qu'ils étaient là dans une présentation et autres. Donc voilà ce que je fais. C'est pas le mépris de classe, mais en même temps, c'est pas se laisser marcher dessus par quelqu'un qui manifestement considérait que tout se valait, qui était là juste dans l'invective. Donc je ne me laisse pas invectiver. Je considère que je dois le reprendre sur ce sujet-là et je lui dis ce qui est la vérité. Ce qui est la vérité, c'est qu'il y a un moment donné, le travail, ça n'est pas que quelque chose contre quoi on doit lutter. Le travail, c'est ce qui permet d'émanciper. Le travail, c'est ce qui permet de trouver une place dans la société. Donc moi, je défendrai toujours le travail. Voilà. Donc celle-là, je ne la regrette pas. Je regrette le moment d'emportement et je trouve que ça donne une image négative, sachant qu'il vient dans un contexte de 20 minutes. Mais ça, au fond, vous savez, c'est la dérive dans laquelle on est pris ensemble. Parce que ce truc-là a fait en effet le tour des réseaux sociaux dans la capsule sortie de ce contexte. C'est parfois même plus court que ce que vous avez dit, en déformant dans les sous-titres. En mettant « j'ai pas peur de ton t-shirt » et en faisant du tutoiement. Il y a eu énormément de choses fausses qui ont été dites. Mais quelle est la conséquence qu'on en tire? Tous les politiques normalement constitués, du coup, ne prennent plus jamais le risque d'aller au contact, ne vont plus jamais à la controverse. Et donc ce qui fait que, regardez, les responsables politiques en campagne, les membres du gouvernement qui à ce moment-là se déplaçaient et parmi les plus éminents, ils mettent des bardets de CRS et ils ne vont plus jamais au contact. Je me suis refusé à faire ça. Alors je vais vous dire, sans doute que je ferai d'autres erreurs. Sans doute, parce que j'aime défendre les idées, je crois aux choses, donc vous voyez, parfois je m'emporte. Et donc on peut dire des choses qui parfois peuvent être sorties de leur contexte maladroites. Mais je continuerai à faire ça parce que pour moi, la beauté de la politique, c'est d'essayer de convaincre, d'être dans le dialogue les uns avec les autres et d'aller au contact. Et je pense que c'est très important. Donc j'en ferai d'autres, mais je crois en cela, donc celle-là, je ne la regrette pas.